Allô, Ghislain est pris dans la salle d'attente, puis je suis encore seule dans le Teams. Oui, tu vois que ça l'enregistre présentement. Salut Dominique, ça va? Ça va bien, toi? Oui, on a des petits pépins techniques, donc juste soyez patiente avec nous. OK. L'animateur de l'atelier, M. Prou, est pris dans la salle d'attente dans l'univers. OK, J'essaie de parfait. régler le tout. Donc, OK. ça l'enregistre, mais on va couper l'enregistrement, là, donc inquiétez-vous pas, OK? OK, parfait. J'attends. Bonjour, Justin, ça va? Bonjour, Mme Mézin. Oui, ça va très bien. Oui, absolument. Est-ce que vous avez toujours la possibilité de afficher à votre écran, donc partager votre écran? Oui, certainement. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais juste écrire à M. Tardif que tout est réglé. Non, je n'ai pas l'option de partager, non. OK, juste une seconde. Bonjour, Ça veut dire Denis. que le bouton est gris au lieu d'être fonctionnel. Denis, Ghislain était capable de se brancher en utilisant le lien qui est sur le site web. Le lien de son rendez-vous ne fonctionnait pas. Toutefois, avec ce lien-là, il n'est pas capable de partager son écran. Je viens de corriger, ça devrait fonctionner. Ah oui, donc là, le bouton apparaît. Super, merci, Denis. Merci, Denis. Bon atelier. Merci. Donc, nous allons commencer. Merci de votre patience à tous ceux et celles qui sont branchés. Donc, donnez-moi juste quelques minutes. On va tout s'organiser. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, on est branché présentement pour suivre l'atelier de bâtir l'école de l'avenir, retour sur la création d'une école secondaire à vocation STEM donnée par M. Ghislain Prou du CPO. Donc, on va débuter par une petite biographie. Donc, M. Ghislain Prou a contribué au monde de l'éducation, ou contribue, désolé, au monde de l'éducation depuis 27 ans. Il a été d'abord enseignant d'histoire et de sciences sociales. Il a ensuite œuvré à titre d'agent d'éducation au ministère. On lui a confié de nombreux dossiers, dont le principal fut la rédaction et la publication du programme de cadre d'études canadiennes et mondiales, qui insérait la pensée critique de façon explicite. Cette expérience l'a mené à réviser le contenu pédagogique des cours en ligne auprès de l'équipe du CFRP. M. Prou est maintenant à sa 9e année à la direction d'une école au CPO. Il a eu le privilège de fonder une nouvelle école secondaire et c'est cette expérience-là qu'il nous présentera aujourd'hui. M. Prou, la parole est à vous. Merci, Mme Bazinet. Donc, je remercie l'équipe tactique d'avoir pensé à moi pour offrir cet atelier aujourd'hui. Puis, je vous remercie ceux qui sont en ligne d'assister à la présentation, qui porte justement sur ce privilège que j'ai eu de bâtir ou de fonder une nouvelle école secondaire
J'en suis à la 6e année de ce mandat. Donc, c'est cette expérience que je souhaite partager avec vous. Donc, une expérience où je vais vous parler des réflexions qui ont guidé un peu toute la démarche et qui, à mon avis, s'appliquent non seulement pour ceux qui auraient ce privilège d'ouvrir une nouvelle école, mais aussi pour quelqu'un à qui on confie le leadership, la responsabilité à la direction d'une école où on tente justement un processus d'amélioration continue. Donc, comme je disais, bâtir l'école de l'avenir, dans notre cas, c'est la création d'une école secondaire à vocation STIAM que j'ai eu la chance de mener. Pour la présentation aujourd'hui, j'ai divisé un peu les sujets en 4 volets. Donc, d'abord, je vais vous parler de réflexion par rapport à établir des fondements solides. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on a fait pour bâtir la capacité du personnel pour faire en sorte que la programmation puisse avoir lieu. Puis ensuite, il y aura aussi question de solutions ou de propositions, c'est-à-dire, dans notre cas, on a privilégié l'interdisciplinarité, donc comme vecteur d'efficacité dans une école, donc comment on fait pour mettre ça en place, et aussi des réflexions sur le soutien pour l'engagement du personnel. Donc, c'est vraiment en toute humilité que je vous présente ceci aujourd'hui, dans l'espoir que certaines interrogations pourront mener votre propre réflexion à la tête d'une école, par exemple. Donc, je vais démarrer en vous parlant ou en vous présentant un peu un contexte du projet en particulier. Donc, ça date de janvier 2019 où on m'avait confié justement le projet de démarrer une école secondaire avec une double vocation d'école. Donc, l'école du monde du baccalauréat international, étant donné que l'une de nos écoles nourricières, la communauté scolaire voulait qu'il y ait une continuité à ce niveau-là, étant donné que l'une de nos écoles nourricières ont déjà une programmation de l'IB, et en particulier, chose ou vocation qui n'existait pas au CPO à ce moment-là, c'est-à-dire une vocation STIAM de design, je vais y revenir un peu plus tard. Et on a l'occasion, vous allez voir quelques images durant la présentation, mais on a cette chance de pouvoir œuvrer dans un nouvel édifice de 690 places élèves, mais dès l'an passé, c'est-à-dire dès la 5e année de son existence, on avait déjà des portatives. On est rendu à 6 portatives. Donc, s'il y a 5 ans, la première année de l'existence de l'école, on comptait 14 élèves, mais maintenant, on a dépassé les 700 élèves. Donc, c'est quand même, il y a une gestion de la croissance de l'effectif qu'on a dû faire au fur et à mesure. Donc, un des premiers constats quand on se fait confier un tel projet, donc là, avant de parler de ce constat ici, on s'est donné comme la décision qu'on a prise de l'équipe école au départ, c'était que l'attente, c'était de construire une école qui allait fonctionner. Mais nous, on s'est dit, mais tant qu'à avoir cette chance, pourquoi ne pas en faire la meilleure école possible? Puis, un des constats de départ, c'est que toutes les écoles secondaires de l'Ontario ont, dans le fond, le même mandat, qui est le premier affiché à l'écran ici, c'est de décerner aux élèves un diplôme d'études secondaires à la fin du parcours du secondaire. Puis, c'est ce qu'on est en mesure de faire, mais qu'est-ce qui ferait en sorte qu'à notre école, on voudrait inscrire son enfant? Deuxième mandat, particulier aux établissements de langue française, c'est d'offrir un environnement d'apprentissage francophone, bien sûr, dans un cadre de construction identitaire, ce qui nous distingue de nos équivalents anglophones. Donc, au fur et à mesure de la présentation, il y aura des diapositives comme ça où je propose des pistes de réflexion qui nous ont guidés, qui m'ont guidé et l'équipe au fur et à mesure de notre existence. Donc, d'abord, donc, quel est l'avantage pour un ou une élève d'obtenir un diplôme dans notre établissement plutôt qu'un autre? Donc, des fois, il y a des considérations géographiques. Des fois, il y a une spécialisation, une vocation d'école qui sied mieux à mon enfant. Mais en réalité, les parents cherchent à obtenir ou à dire l'accès, que leur enfant fréquente une école où ils vont en retirer le maximum. Donc, moi, comme leader scolaire, comme direction d'école, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon établissement pour que cette expérience-là soit la plus probante possible? Ensuite, une autre question à se poser, quelles sont les valeurs qui vont inspirer tant le personnel que les élèves de l'école
à se dépasser. Donc, on ne peut pas prendre ça au hasard non plus. C'est vrai que quand on arrive dans un nouvel établissement, bien, il y a déjà une culture établie. Donc, ça prend un certain temps pour prendre le pouls, s'imprégner de la culture existante et ensuite voir ou discerner c'est quoi les forces et les besoins, les défis de l'école pour pouvoir y travailler. Mais il reste que on doit quand même se poser la question, est-ce que les valeurs de cet établissement sont celles qui font en sorte la mission, la vision, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'on est en mesure d'aller plus loin? Une autre question importante à se poser comme leader, c'est qu'est-ce qui m'anime moi comme pédagogue? Donc, si je veux imaginer l'école idéale, à quoi ça ressemble et c'est quoi au juste que j'aimerais voir quand j'entre dans une des salles de classe de mon école. Les élèves sont en action, comment? Le personnel utilise quelle stratégie à haut impact, par exemple? Donc, qu'est-ce qu'on en retire? Donc, ça, c'est une question qu'on doit se poser parce qu'on a cette responsabilité-là, plus que d'être un simple administrateur, mais que de mener et d'être un leader pédagogique. Donc, quelle est la valeur ajoutée au quotidien pour un élève de fréquenter notre établissement? Donc, ce n'est pas juste une question qu'on décerne un diplôme à la fin du parcours, mais on a un rôle et une responsabilité et un pouvoir d'action pour que chaque journée soit l'occasion justement d'aller plus loin avec les élèves. Et ça ressemble à quoi et c'est quoi la valeur ajoutée au quotidien? Donc là, je vais vous partager une des inspirations qui a été fort utile au départ, qui a été proposée par un conseiller pédagogique du conseil quand je faisais mes réflexions. Et il m'avait proposé ce livre, rédigé par Simon Sinek, Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais c'est un livre qui s'adresse plutôt aux gens d'affaires. Et sa démarche, c'est de voir comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui ont du succès par rapport à d'autres qui n'en ont pas ou qui sont mis à l'écart ou dont les ventes, par exemple, ne sont pas au rendez-vous. Et ce qu'il s'est rendu compte dans son étude des compagnies qui avaient beaucoup de succès, c'est que c'était la question du pourquoi qui faisait en sorte que ces entreprises-là avaient du succès. Je donne un exemple. Il y avait au niveau à l'époque, les cassettes VHS et Beta. Les cassettes VHS étaient de moindre qualité que les cassettes Beta pour les enregistrements, mais à la fin, c'est VHS qui a remporté. Pourquoi? Mais c'est parce que dans leur cas, la facilité d'utilisation, la démocratisation, le prix, c'est un peu ce qui a fait pencher la balance. Si on pense aux appareils mobiles, comment ça se fait que Apple, par exemple, a eu autant de succès? Mais c'est qu'on ne vendait pas seulement un appareil qui fonctionne bien, comme beaucoup d'autres téléphones portables, mais c'était aussi une question de culture. Donc, on vend une façon de vivre, une façon d'être, et c'est ça qui fait la différence. Un autre exemple qu'on parle dans ce livre, c'est l'entreprise Tesla, qui a eu beaucoup de succès. Puis, le pourquoi, pourquoi j'achèterais, ce qui n'est pas mon cas, mais pourquoi on achèterait une Tesla? Bien, entre autres, il y a une appartenance à un groupe. Puis, au départ, c'est la question environnementale, d'adopter des comportements éco-responsables. Et le pourquoi est tellement fort que vous avez peut-être vu, comme moi, dans les rues dernièrement, qu'il y a des gens, des propriétaires de Tesla qui mettent des autocollants sur leur voiture en disant l'environnement, oui, et Musk, il y a un gros X, en voulant dire que le pourquoi pour moi est encore important, mais je veux me distinguer, si on veut, je veux distinguer le fait que je n'appuie pas nécessairement. Donc, puis ce pourquoi les gens n'achèteraient pas une Tesla aujourd'hui aussi, étant donné l'identité de son propriétaire. Donc, dans une école, le quoi, ça représente donc ce qu'on fait, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves obtiennent un diplôme à la fin de leur parcours. Le comment, mais c'est toute la programmation qu'on met en place, puis on espère de la meilleure qualité possible comme expérience d'apprentissage. Mais là, c'est de travailler le pourquoi. Donc, pourquoi on fait ceci? Pourquoi les élèves ont choisi notre école? Qu'est-ce qui fait la différence? Et dans notre cas,
à notre école, ça a été de déterminer qu'on allait se pencher sur les compétences globales transférables. Donc, ce concept n'est pas nouveau. Au niveau du ministère de l'Éducation d'Ontario, il y avait un document de fond qui avait été publié en 2010 à ce sujet. C'est une tendance mondiale, puis les régions où on a le plus de succès au niveau des élèves, bien, c'est en fonction du développement, ce qu'on dit, c'est les compétences globales transférables. Donc, ça dépasse les matières. Ce sont des compétences que l'on peut transférer à toutes sortes de situations. Puis, ce que je vous présente à l'écran ici, c'est la source actuelle du MEO en ligne, où est-ce qu'on peut aller connaître un peu plus sur les compétences globales transférables. Puis nous, on choisit ceci, mais ça apparaît dans l'introduction des programmes cadres, mais tout comme la littératie financière, par exemple, le cheminement de carrière. Donc, c'est tous des sujets très, très importants, mais parce que c'est placé en introduction, on s'attend à ce que l'enseignement, l'apprentissage se fasse en salle de classe, mais ça ne veut pas dire que ça se fait. Donc, dans notre cas, on a décidé que dans notre école, le développement des compétences globales transférables allait devenir explicite et ça allait être une fin en soi, et non pas juste ce qui apparaît dans le programme cadre, puis dans certaines classes, il y a des îlots d'excellence. Non, c'est une intentionnalité qu'on a choisie pour notre établissement. Pourquoi des compétences globales transférables? Et comme j'ai souligné dans le texte ici, on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui n'existent pas encore. On parlait de 2030. Plus de la moitié des emplois qui vont exister ne sont pas encore créés. Tout le développement de l'intelligence artificielle qui s'opère, donc les progrès technologiques, la mondialisation, puis aussi le désir d'apprendre tout au long de la vie, plutôt que d'être simplement, être des personnes serviles à leur appareil mobile. Mais on veut qu'on n'apprenne pas seulement un contenu, mais que les élèves soient capables de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc, voici la liste actuelle que le MEO utilise. Donc, Fullen en parlait déjà, les 6 C. On a ajouté ensuite la littératie numérique. Donc, ici, on parle de pensée critique, de créativité, apprentissage autonome qui a remplacé ce qu'on considère, nous, à l'école encore, on parle de caractère, la communication, la collaboration, la citoyenneté et bien sûr la littératie numérique. Donc, développer ces compétences-là, si on dit, OK, dans l'école, c'est important, puis est-ce que l'enseignante de français, de mathématiques, de sciences va réellement l'adresser si ce n'est pas un projet commun? Les chances sont probablement que non. Donc, c'est notre intention. Que l'élève qui obtient son diplôme à l'école secondaire publique Pierre de Blois puisse avoir acquis ces compétences-là et avoir un avantage au-dessus des élèves des autres écoles qui vont obtenir leur diplôme au même moment. Donc, un peu, j'y faisais allusion. Donc là, comme leader, on fait quoi ensuite, une fois qu'on a fait cette décision? Comment insérer l'apprentissage des compétences globales transférables de façon explicite et intentionnelle? Comment mesurer l'apprentissage des compétences globales transférables? Donc, on est bon à expliquer dans les divers documents qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, mais comment on fait pour les mesurer? Ça, c'est un travail qu'on s'est donné comme équipe école puis qu'on a réussi à faire. Comment inciter les élèves à investir du temps et de l'énergie dans l'apprentissage de ces compétences globales transférables? Parce que si l'enseignant ne le fait pas de façon explicite dans sa classe, mais l'élève ne va pas nécessairement décider de s'y engager. Puis, comment on fait donc pour engager le personnel? Donc, une des premières, en fait, je vais vous présenter maintenant l'énoncé de mission pour vous montrer qu'on l'a inséré dans notre démarche. Donc, d'abord, notre premier mandat, celui d'établissement de langue française. Mais dans notre énoncé de mission, on l'a placé de façon claire qu'on allait aider les élèves à maîtriser les compétences globales et, par le fait même, d'acquérir un savoir-faire technique et technologique pratique. Donc, là, je vous rappelle que on m'avait donné comme mission de pouvoir créer un établissement où la spécialisation est le STIAM. Donc, comment on fait ça? Bien, c'est par l'apprentissage, par l'expérience. Donc là, on touche plus au constructivisme et par l'entremise de projets interdisciplinaires engageants qui, d'ailleurs, va main dans la main dans la programmation du baccalauréat international, si vous la connaissez. Et par conséquent aussi, de créer un milieu inclusif et ouvert sur le monde, parce que l'un des objectifs de l'IB, c'est
de créer des citoyens du monde. L'autre élément pour engager les gens, c'est de se créer une devise et qu'on a affiché sur le mur. Je vais vous en montrer de l'école, donc je vais vous en montrer un exemple de ça tantôt. Mais c'est le rappel qu'on se fait de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on peut se poser, tous les membres du personnel, cette question-là à tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de nous-mêmes? Parce que c'est ce que notre objectif, c'est que les élèves deviennent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, par rapport à s'inscrire dans une autre école, mais que le fait d'avoir choisi Pierre de Blois, ils vont être au meilleur de leur capacité à la fin de leur parcours de 6 ans, si ça peut être possible, de la 7e à la 12e année. L'autre élément pour créer des fondements solides, c'était de donner une voix importante à l'élève. Donc, nos élèves pionniers, lors de la 2e année, on a, pendant qu'on attendait encore la construction de l'édifice, on a soumis 15 valeurs, une sélection de 15 valeurs qui étaient appropriées pour une école, et on a fait l'exercice de les sonder pour obtenir ces valeurs-là. Puis même chose pour la mascotte des équipes sportives, c'est les élèves qui l'ont choisi. Donc, les valeurs à la fin qui sont ressorties, il y en a 5 que vous voyez à l'écran. Puis, il y a 5 journées dans une semaine. Donc, chacune de ces valeurs-là, ce n'est pas juste sur le mur. Ça vient transcender tout ce qu'on fait à l'école. Les prix pour les finissants incluent des prix pour les valeurs de l'école. Donc, en gros, puis il y a des rappels tous les jours aux annonces du matin que l'on fait. On commence la semaine dans le respect de soi, des autres, de notre environnement. On s'assure de s'adonner à nos passions. Le mercredi qui est décloisonné, ou le mercredi design, c'est l'occasion d'explorer de nouveaux champs d'intérêt. On s'assure le jeudi qu'on a inclus tout le monde, et on finit la semaine dans la fierté, donc fiers de qui on est et fiers de ce qu'on a accompli, de ce qu'on veut devenir. Et les mammouths, bien ça, j'aime bien parce que c'est assez unique, mais c'est un choix des élèves. Donc, voici un exemple de citation du jour dans les annonces que je fais le matin vidéo. Les citations sont toutes en lien avec l'une, donc ça serait le jeudi, vu que c'est l'inclusion. Donc, il y a un rappel constant des valeurs pour nous aider justement dans la gestion aussi disciplinaire des élèves. Il y a l'aspect visuel au niveau des fondements qui est très important. Donc, ça, c'est au niveau du logo d'école. Donc, étant donné que c'est STIAM, donc dans le logo, travailler avec la facture visuelle de ce qu'on fait à l'école est très importante aussi pour le sentiment d'appartenance. Donc, vous voyez les engrenages liés avec le STIAM, le design, le Pierre de Blois, que vous pouvez distinguer les 3 lettres au milieu. Très important, notre mandat francophone qu'on voit. Et les petits carrés que l'on voit, c'est l'allusion à la dimension numérique du design que l'on fait à l'école. Voici l'exemple de l'une des murales d'école où on a les valeurs d'école, mais tous les symboles, incluant la devise, pour qu'on puisse, comme membre du personnel aussi, se rappeler du pourquoi on est là tous les jours à passer du temps avec les élèves. Maintenant, deuxième élément, maintenant qu'on a un pourquoi, on veut que les élèves deviennent le meilleur d'eux-mêmes en développement des compétences globales transférables, mais comment on fait pour mettre tout ça en place au niveau de la programmation? Donc, comment engager, mobiliser toute l'équipe école dans le projet pédagogique? Dans l'année 1, il y avait 2 enseignants, puis là, on est rendu à près de 80 membres du personnel. Donc, il y a aussi cette gestion-là à faire avec les nouveaux qui arrivent à l'école. Donc, comment engager et mobiliser toute l'équipe? Quelle responsabilité déléguer à quel membre du personnel? Donc, ça, c'est toutes des questions très importantes parce que la nature, on sait, a horreur du vide. Donc, comme leader pédagogique qui a à cœur son école, et souvent, on est appelé à remplir ces vides, mais on se rend compte que c'est nécessaire de développer la capacité, justement, à bâtir la capacité de toute l'équipe. À quoi ressemble le profil de l'élève qui aura profité au maximum des apprentissages prodigués par son établissement et comment habiliter le personnel à amener les élèves à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc là, je vais vous présenter quelques réponses potentielles à tout ça. Une des choses que j'ai trouvées très importantes, c'était dans les affichages pour les postes de l'école, parce qu'on est quand même une école parmi 45, donc on existe dans un écosystème, même si on cherche à exceller. Puis, des fois, c'est ça, donc c'est bien d'informer à l'avance. Donc, tous les gens qui sont à l'école, tous les membres du personnel enseignant, par exemple, savent
ont mis leur nom pour poser leur candidature, sachant que c'était une école à double vocation et qu'il y avait des attentes envers eux. Une des stratégies que moi j'ai adoptées, que je recommande, c'est quand, par exemple, à l'exercice de dotation au mois de mai, bien, j'invite les nouveaux membres du personnel à une rencontre après l'école pour leur présenter l'établissement, mais aussi, dans le fond, la programmation et les attentes. Comme ça, durant l'été, on n'arrive pas à la veille de la rentrée en ne sachant pas ce qui se passe. Le dialogue commence déjà, puis je leur donne accès déjà, par exemple, à l'intranet de l'école où on a tous les documents nécessaires. Comme ça, on arrive en connaissance de cause. Une des premières tâches qu'on a décidé de faire en équipe école, c'est de développer, puis ça précédait d'une année ou deux le profil de sortie de l'élève du conseil scolaire, mais on a développé notre propre profil de sortie de l'élève qui, dans le fond, est facile à lier à celui du conseil scolaire, donc tant mieux. Donc, on s'est imaginé un peu en bon pédagogue pour la planification à rebours, à quoi ressemble finalement cet élève qui est devenu le meilleur de lui-même à la fin de son parcours quand il obtient son diplôme, et c'est quoi au juste, à quoi il ressemble cet élève-là. Donc, on a parlé ici encore une fois de compétences transférables. C'est quelqu'un dont la communication est efficace et qui a une conscience éthique, contribution citoyenne et qui sait naviguer dans un pluralisme identitaire fort et rassembleur, qui est un peu le cas de notre population étudiante aussi. Donc, dans ce cas ici, cet exercice-là fait en sorte qu'on avait notre cible de fin de parcours. Et ça nous a permis à ce moment-là de démarrer, je vais en parler plus tard, de continuum académique. Parce qu'on veut, bien que, comme on le sait, la réalité, il y a 2 conventions collectives pour les enseignants de l'élémentaire, de l'intermédiaire, versus la convention collective du secondaire. On est quand même une école qui souhaite être une école de 7 à la 12e année. Puis là, on voit que ici, dans notre cas, de 7 à la 10e année, tous les élèves, on a un modèle inclusif de l'IB, donc tous les élèves suivent la philosophie IB à l'école. Et l'apprentissage SIAM est également obligatoire. Je vais vous montrer comment on fait ça. Qui fait en sorte qu'en 11-12e année, il y a une sortie pour les élèves au niveau soit du baccalauréat international, parce qu'on est aussi école certifiée pour le programme du diplôme. C'est facultatif, c'est très rigoureux. Et on a aussi une MHS fabrication qui permet aux élèves qui sont très intéressés par le STIAM d'avoir un débouché pratique à cet intérêt-là, cette passion-là. Donc, c'est un peu comment on programme le 7-12. Le STIAM, j'ai utilisé l'acronyme depuis le début à plusieurs reprises. Vous savez sûrement c'est quoi, mais au cas où, le STIAM, c'est les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques, à distinguer de STEAM parce que le A, dans notre cas, au niveau de la publication, au niveau de l'esthétique, c'est très important et ça permet d'être plus interdisciplinaire encore. Donc, STIAM égale aussi pensée design, processus d'enquête, créativité, solution, interdisciplinarité et empathie sociale. Donc, dans la mesure du possible, tous les projets qu'on demande ou que les élèves, les propositions de projet, bien, c'est pour répondre à un besoin existant et pas seulement faire un travail pour un enseignant, une enseignante. Puis, ça cadre bien avec l'IB également. Donc, comme je vous expliquais, on a une vision 7-12. Donc, dès la 7e année, les enseignants de 7e année sont bien au courant qu'on jette les bases, les premiers jalons de ce que l'élève va pouvoir ressembler lors de sa sortie de la 12e année. Donc, puis si vous n'avez pas fait l'exercice, j'ai été quand même bien impressionné des enseignants de l'intermédiaire qui n'avaient jamais eu vraiment l'occasion ou on ne les avait pas incités à aller ouvrir les programmes cadres du secondaire. Puis là, ils comprenaient tout d'un coup ce qu'ils faisaient avec leurs élèves, à quoi ça allait mener plus tard. Donc ça prenait cette collaboration-là finalement plus étroite entre les enseignants de l'intermédiaire et du secondaire. Donc ça, c'est une vieille diapo tirée, là, donc, mais qui est encore pertinente au sujet de 3 continuums interreliés. À gauche, académique, donc qui est en lien avec le curriculum de l'Ontario, donc le diplôme d'études secondaires, puis l'obtention des 30 crédits et aussi, bien sûr, les heures de bénévolat. Donc, c'est ce qu'on fait dans toutes les écoles. Est-ce que c'est programmé dans toutes les écoles?
Probablement pas, parce qu'on sait que les matières souvent sont par silo. Puis quand on a son enfant dans une école, on espère qu'il va tomber sur des bons enseignants. Mais c'est aléatoire, alors que c'est mieux de fonctionner par système quand on se lance là-dedans parce qu'il y a des apprentissages qui vont être garantis. Dans notre cas, on a développé un deuxième continuum de compétences globales transférables et justement, pour donner cet avantage à nos élèves lors de la sortie du secondaire, développer de façon intentionnelle des habiletés pratiques ou d'employabilité que vous voyez à l'écran. Puis autant pour les compétences globales que les habiletés pratiques, je vous avais fait mention tantôt d'un travail de l'équipe école, à savoir comment ça se décline, c'est quoi les manifestations de cet apprentissage-là, autant au niveau des compétences que des habiletés. Ça, vous en avez ici un exemple. Puis nous, puis on s'est repris ailleurs, je vais vous en parler aussi, mais on a 3 niveaux de performance, si on veut, ou de preuves qu'on peut donner si on est élève. Donc, explorateur, architecte, leader. Et si vous regardez en bas, on parle des verbes. On utilise explorer, démontrer, comprendre. Architecte, on est plus dans l'action. Compléter, utiliser, faire preuve. Et leader, mais c'est démontrer la maîtrise, contribuer au niveau de la communauté, sensibiliser sa communauté. Donc, on est à un autre niveau. Puis, il y a tout un système de badges de mérite qu'on a développé à l'école, qu'on a lancé formellement cette année. Puis, un élève pourrait décider d'avoir des mérites au niveau de leader sans passer par les étapes. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement une... Mais on a fait ce travail-là pour décliner, puis c'est vivant dans le sens qu'on peut toujours le changer. Mais on a des exemples concrets qui peuvent inspirer le personnel pour les adopter en salle de classe. Puis, comme leader dans une école, bien, il y a un réel avantage à solliciter le personnel à créer ceci et non pas simplement l'emprunter. Mais à ma connaissance, dans le détail comme ça, donc ça n'existe pas de façon accessible. Donc, ce fut un exercice très, très pertinent pour nous. Donc, comment avertir le futur personnel enseignant des réalités pédagogiques? Je vous ai parlé là, de prendre le temps de les rencontrer. Comment appuyer le personnel qui n'est pas à l'aise avec l'une ou l'autre des vocations d'école. Donc, ça, c'est arrivé. Il y a des gens qui, moi, je ne connais rien du TIAM, je suis enseignant de français, je ne sais pas par où commencer, je ne veux pas mal paraître, donc je n'en parle pas, mais ça finit, donc là, on finit par le savoir, qui est à l'aise ou pas, quelles sont les formations nécessaires. Donc, le choix des leaders pédagogiques qui y croient sont très importants. Quel encadrement peut être réalisé pour soutenir le personnel? C'est des questions tout à fait pertinentes. Puis justement, vu que les 2 premières années, c'est-à-dire les années 3 et 4 de nos 6 ans, on était dans la certification de l'IB. On avait beaucoup d'activités en lien avec le baccalauréat international et il y avait, disons, les journées des cloisonnés STIAM. Et les gens se disaient, bon, mais aujourd'hui, c'est STIAM, tantôt, c'est IB. Puis là, on perdait le fil de c'est quoi au juste que nos 2 vocations d'école. Puis la réalité, c'est que c'est les 2 toujours en même temps. Donc, j'ai créé ce visuel ici pour, donc là, je vais l'appeler l'ADN de l'école Pierre de Blois. Donc, puis justement, je vous montre dans nos murales, on l'a même mis sur le mur. Ça, c'est à l'entrée du stationnement de l'école, donc c'est stratégique. Donc, en entrant à l'école et en quittant, on se souvient qu'on est enseignant à l'école pour les 2 vocations d'école. Et ça présente à tous qui passent à l'intérieur de l'école c'est quoi au juste notre mission à l'école. Donc, comment s'assurer que les élèves développent des compétences globales transférables et atteignent leur plein potentiel? Comment s'assurer de les mettre en action? Comment maximiser le temps alloué à l'enseignement pour favoriser le développement de compétences et d'habiletés transférables? Comment motiver les élèves aussi à désirer apprendre la vie durable? Donc, ça, c'est des questions quand même de fond. Là, on entame la 3e section, puis la réponse se trouve justement dans le titre de cette section de présentation, c'est-à-dire la voie interdisciplinaire, qui est un vecteur d'efficacité au niveau de la quantité d'apprentissage par rapport au temps requis. Puis, ça fait en sorte qu'on n'a pas une surcharge non plus parce que une preuve d'apprentissage, c'est-à-dire une tâche peut donner une preuve d'apprentissage, peut en donner plusieurs pour plusieurs cours. Et la réalité du monde du travail, c'est que ça va être de plus en plus rare de trouver des emplois où on a une seule tâche
On parlait d'automatisation, donc il faut, pour être embauché, être capable de pouvoir travailler sur plusieurs fronts à la fois. Au niveau de l'interdisciplinarité, donc là, on commence à rayonner un peu là, tout ce qu'on fait de bien à l'école. Puis, ce qui intéresse beaucoup les gens qui veulent en savoir plus au sein de notre école, c'est justement les projets interdisciplinaires. Ça, c'est un exemple d'un article paru dans École branchée l'an dernier. Il y a un autre article qui va venir bientôt. Donc, ici, comme on dit, le projet pédagogique ambitieux, c'était de privilégier l'apprentissage par l'expérience à travers des projets interdisciplinaires. Voici un autre exemple de présentation qui aura lieu lors du congrès de l'ACFAS, de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, du 5 au 9 mai. Il y a 2 enseignants de l'école qui vont aller présenter donc, les projets phares du modèle STIAM-IB de notre école. Puis, donc, je vous donne les 2 exemples. Donc, on a une association avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa qui, entre autres, voulaient voir comment on intégrait la technologie avec le curriculum de français, par exemple. Donc, si on regarde le numéro 1, le projet Start Motion, où les élèves créent une bande-annonce animée de leur récit de science-fiction. Donc, ici, on a des élèves de 7e année qui auront comme clients des élèves de 8e année qui étudient la science-fiction et leur demandent à quoi ressemble le personnage de ton histoire, de ton récit, et là, ensuite propose une figurine à imprimer en 3D pour répondre, donc ils font des modifications selon les besoins de leurs clients. Donc, ça combine français, art et design. Donc, ça stimule la créativité, la communication, la pensée critique. Donc là, le lien, comme vous pouvez voir, avec les compétences globales. Puis il y a aussi le projet sur les ODD, les Objectifs de développement durable des Nations unies, où les élèves conçoivent des solutions innovantes aux enjeux mondiaux. Donc là, vous voyez de façon très claire le lien avec l'IB, mais c'est les disciplines de STIAM, les projets en question. On a fait notre première édition l'an passé, puis là, on va prendre encore plus. Donc là, les élèves viennent d'être lancés, puis c'est un projet dont les projets seront présentés au mois de juin. Donc, c'est un travail d'envergure pour nos élèves de 7e et 8e année. Donc, un autre exemple qu'on commence à pouvoir rayonner davantage. Donc, ça ici, c'est ce que dit le ministère de l'Éducation au sujet de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que, non, la source Méo, je vais changer ça. C'est pas ça. Ça, c'est ça vient de la présentation qu'on va faire. C'est que les matières ne sont pas des silos, comme je disais tantôt, qu'on gagne du temps, qu'un projet puisse générer des preuves d'apprentissage en plusieurs matières. Mais dans notre cas, on passe par le cycle de design. Donc, l'interdisciplinarité, la différenciation pédagogique vont de pair parce qu'on est capable d'agir sur les besoins des élèves. Ça, c'est l'exemple de cycle de design que nous, on a réimaginé peut-être des étapes 2 à 5. Ça, c'est ce qu'on sait déjà. Là, on a les informations, les prototypes, on les teste. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on retourne à une autre des étapes. Mais nous, on s'est assuré d'ajouter l'étape numéro 1. Il faut que ça serve à un réel groupe de personnes. Ça répond à un besoin authentique. Et 6, il y a la question de publication parce qu'on travaille comme compétence, comme on l'avait vu dans le profil de sortie aussi, la communication. Ça ici, ça vient de l'IB, donc au niveau de l'interdisciplinarité. Donc, c'est vraiment une approche à privilégier. Donc, on intègre, donc on y croit beaucoup à l'interdisciplinarité, à l'IB, ces disciplines de façon nouvelle et créative, et on intègre les perspectives disciplinaires. Ce qui fait en sorte qu'on peut donner aux élèves des sujets de leur choix qui les passionnent, mais qui génèrent, comme je disais, des preuves d'apprentissage dans plusieurs matières. Donc, comment intégrer l'interdisciplinarité dans un horaire scolaire? Parce qu'au secondaire, en particulier, ça peut être un défi, étant donné que chaque cours a donc là, on tombe dans les silos, comme on disait tantôt. Puis, de regrouper les élèves différemment pour faire des projets, quels en sont les avantages? Et quel est le potentiel de donner le champ libre à l'apprentissage des élèves qui se lanceraient dans leur passion? Donc, on a des élèves que quand ils font quelque chose qu'ils aiment, parce que ce n'est pas juste pour l'enseignant ou l'enseignante, mais là, ils se mettent à y mettre des heures, de nombreuses heures, en dehors des heures scolaires pour avancer leur projet parce que ça les anime. Donc, il y aurait
les élèves décident d'investir dans leur propre apprentissage. Au niveau de la métacognition, c'est génial. Donc, au départ, on s'était dit, parce qu'au secondaire semestré, il y a 4 cours, donc il y a 5 jours dans une semaine. Donc, vous connaissez sûrement les écoles où, justement, il y a 4 jours dans un cycle pour le secondaire et 5 à l'élémentaire, donc à l'intermédiaire. Mais dans notre cas, on a décidé qu'on aurait l'horaire du lundi, du mardi, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas à se poser la question. Tous les élèves ont le même horaire à chacun des jours de la semaine. Et le mercredi, on coupait la semaine en deux, était la journée qu'on disait décloisonnée. Et je vais vous parler de certains défis qui est devenu le mercredi design au lieu. Donc, voici ce qu'on avait comme horaire en 2021-22. Donc là, on rentre en plus dans les exemples de pouvoir intégrer dans un système d'école publique avec les contraintes, que ce soit ministérielles ou bien au niveau des heures d'enseignement ou bien au niveau des conventions collectives, comment on fait tout ça. Donc, je vous montre certains exemples de ce qu'on a mis à l'essai. Donc, en 7-8, à ce moment-là, on avait déjà 198 élèves. Et là, ce qui est en vert à l'écran, le mercredi, c'était les périodes allouées au projet interdisciplinaire. Donc, il y avait 2 périodes au complet de 60 minutes à ce sujet. Et on pouvait aussi donner des ateliers d'intérêt aux élèves qu'on a continué. Comme au secondaire, encore, c'était non, justement, là, on passe les ateliers de littératie financière parce qu'on n'a pas besoin de les faire dans les classes parce qu'on les fait de façon explicite sur la cybersécurité, par exemple, sur le codage qui est censé être inséré. Donc, on profite de rassembler les élèves, leur donner des projets communs sur des sujets précis et ça retire l'obligation de le faire dans les classes tout en pouvant générer des preuves d'apprentissage. Mais si vous regardez ici, vous allez voir que mathématiques et français, qui devraient peut-être, parce que l'idée, c'est qu'on ne le voit pas à l'horaire le mercredi, on devrait avoir de la littératie, de la numératie à tous les jours. Par contre, les projets interdisciplinaires généraient des preuves d'apprentissage. Justement, ça faisait partie des cours de français et de mathématiques, bien que ce ne soit pas écrit ici. Donc, quand on est aussi ambitieux, quand avec la croissance de l'effectif, les nouveaux membres du personnel, c'est devenu un peu plus difficile. Voici à quoi ça ressemble maintenant. Donc là, on a rabattu ça, on a réduit un peu la portée parce que les travaux de projets interdisciplinaires peuvent se faire même dans les cours réguliers le reste de la semaine. Donc, on a un réel cours de design à l'horaire. Tous les élèves de 7e et 8e année suivent ce cours de design qui génère un rendement au bulletin. Donc, ça, c'est essentiellement donc, le mercredi matin. Et ce que ça donne comme résultat, dans notre cas, c'est que notre vocation STIAM, comme je vous disais tantôt, si vous regardez en 7e et 8e année pour les cours de design, des exemples de ce qu'ils font, ils vont faire du Tinkercad, donc de l'impression 3D, j'en parlais tantôt. Ils font de la réalité virtuelle, ils font le stop motion, utilisent toutes sortes de technologies en salle de classe. Mais ce n'est pas le cas seulement de quelques élèves, c'est vraiment tous les élèves, ce qui fait qu'on est bien positionné pour qu'en 9e année, le nouveau cours TAS 1O, on aille un peu plus loin avec plus d'équipements plus spécialisés, donc des découpeurs laser aussi. Donc, on rentre dans la fabrication en tant que telle. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas la technologie n'est pas réservée à ceux qui s'y intéressent ou à un groupe limité. C'est vraiment tous les élèves qui ont accès à toute la dimension technologique à l'école. Donc, au niveau du secondaire, quels sont les défis particuliers à un horaire semestriel? Parce qu'en 7-8, c'est plus facile. C'est un horaire annuel. Donc, les projets peuvent s'échelonner longtemps et on est avec les mêmes titulaires toute l'année. Mais dans un cas d'un semestre, les élèves ont des horaires, eux, différents. Donc, ça, c'est un autre défi. Là, les élèves vont poser la question, est-ce que ça compte, monsieur, madame? Si ça ne compte pas, bien, on connaît les élèves vont préférer de ne pas mettre tout l'effort nécessaire. Comment on maximise les heures de classe retirées au profit de l'apprentissage interdisciplinaire? Parce que si on a besoin de 110 heures de cours, donc ça, c'est une des contraintes qu'on a. Comment réinvestir le temps soutenu à l'enseignement pour éviter un sentiment de disposer de moins de temps d'enseignement? Donc, avec le temps, les enseignants disent, bon, mais si on m'enlève une heure, 75 minutes par semaine, mais là, je n'aurai pas la chance de faire mon programme. Bien que par rapport à cette critique, si c'est bien fait, l'interdisciplinaire, mais c'est que ça fait partie du cours, c'est possible de le faire. Mais là, je parle en tant que gestionnaire des genres de questions qu'on pouvait avoir.
Donc, au départ, on avait en 2021-22 131 élèves de la 9e à la 11e année. Et on avait justement, donc c'est un peu plus flexible, à plus petite échelle, à ce moment-là, de faire ceci. Là, on s'est rendu compte aussi, là, vous allez voir aujourd'hui, ça se limite aux 9 et 10e année, parce que les élèves de 11-12e année, c'est des cours, les cours crédités mènent à l'accession, disons, au post-secondaire. Donc, nos projets interdisciplinaires se limitent maintenant plutôt aux 9 et 10e année. Donc, par rapport à toutes les critiques, puis entre autres, je n'ai pas tout le temps, bien, on a, l'an passé, on avait adopté un modèle différent où c'était aux 2 semaines. Et vous voyez, l'horaire du mercredi, c'était l'horaire du lundi à BCD. Et on alternait d'une semaine à l'autre quelle période allait faire justement le projet interdisciplinaire STIAM et laquelle allait être la période de l'atelier. Et ça répondait à un autre besoin, c'est-à-dire que les élèves, les enseignants avaient un malaise, par exemple, à avoir des élèves qui n'étaient pas les leurs s'ils ne pouvaient pas ensuite les évaluer non plus. Là, ça ajoutait à la charge. Donc, on avait réussi là, à garder au moins les élèves qu'on avait devant nous, c'était nos élèves en particulier. Il y a eu une perte par rapport à ça, parce qu'un des gros avantages de réorganiser les groupes, je vais vous montrer un exemple, c'était de créer du temps de collaboration à même l'horaire durant les journées. Ça, c'est maintenant l'itération qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à la période A qu'on a le projet interdisciplinaire qui se fait avec les enseignants, les élèves. Donc, c'est un projet à double matière seulement. Puis, tous les élèves dans la période A, par exemple, participent au projet et tous les élèves donc, qui ont un cours B, peu importe lequel, il y a un pendant qui va avec le A. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'atelier a une rotation en 3 semaines. Donc, si j'enseigne le bloc B, par exemple, le bloc C, j'ai seulement l'atelier prodigué aux élèves est seulement différencié et seulement aux 3 semaines. Donc, ça limite un peu les dérangements en salle de classe, mais on est quand même en train, au secondaire, de faire des projets interdisciplinaires. Donc, ça parle un peu plus de ça. Donc, là, on arrive à la dernière section de la présentation. Donc, les avantages de fonctionner ainsi. Puis, un des éléments qui intéressait beaucoup le personnel, c'était d'avoir justement du temps de collaboration à même l'horaire sans générer de suppléance. Donc, combien d'heures de temps de collaboration demande du personnel enseignant durant la journée scolaire pouvait vraiment être créé. Mais voici un tableau qui l'illustre. Ça, c'était de l'an dernier. Donc, quand on regroupe les élèves autrement, on voit donc 8, 9 selon la période, 8 ou 8. Quand on répartit, donc 8 groupes où on a, par exemple, une trentaine d'élèves au lieu de groupes de 12 ou de 18, comme on retrouve selon les matières, bien, si on a 8 groupes, on a besoin de 8 enseignants qui surveillent. On tient compte des enseignants en temps de préparation, les élèves qui ont des cours de 11-12e année, mais ce qui est le plus intéressant, c'est la dernière colonne, c'est-à-dire le nombre d'espaces disponibles pour les enseignants en période de collaboration qui sont insérés dans l'horaire où ils peuvent faire des CAP. Donc, ce que ça donnait à la fin, c'était 30 heures par enseignant dans l'année scolaire de CAP qui ne touche pas au budget. Donc, c'est vraiment la poule et l'œuf. Donc, on donnait le temps aux gens de faire cette programmation intéressante qui permet d'avoir des heures, mais en ce moment, donc on a décidé pour qu'on puisse maintenir le projet. Puis j'en suis fier qu'on est capable de continuer. Et on a pris un pas de recul. Puis le dernier modèle que je vous montrais fait en sorte que, étant donné que chaque enseignant est avec ses élèves, le temps de continuer à bâtir la capacité, mais on a perdu cet avantage qui était très profitable pour le projet, dans l'idée qu'on va peut-être, une fois que notre continuum académique va être fait, on va être capable de revenir à ce modèle où on génère des CAP durant la journée, tout en respectant nos obligations au niveau des conventions collectives. Donc, comment faire participer le personnel activement au projet pédagogique? Bien, à l'école, on a décidé de créer une table pédagogique, donc des leaders pédagogiques de l'école, plutôt qu'une table de RUA, comme on trouve dans donc de matière qu'on retrouve dans les écoles,
qui fait en sorte qu'on peut plus facilement inviter les enseignants de 7-8 à cette responsabilité-là, tous les coordonnateurs, et on leur demande de contribuer au niveau de d'une vision pédagogique pour l'établissement au complet. Donc, ensuite, on s'assure de faire participer l'ensemble du personnel à l'exercice de consultation du plan d'amélioration d'école. Donc, c'est les membres de la table pédagogique, le personnel enseignant, qui organise la consultation et qui revient avec justement les données pour permettre à la table pédagogique d'émettre les objectifs SMART du plan d'amélioration d'école pour l'année suivante. Puis là, étant donné que là, on est au mois de février, mais cette consultation-là a déjà eu lieu, puis on est en train de préparer les objectifs de l'école de l'an prochain déjà. Ensuite, solliciter le personnel à établir la programmation par équipe matière. Donc, on a divisé les membres du personnel en matière pour pouvoir faire cette programmation de la 7e à la 12e année. Donc, ce n'est pas la direction d'école qui indique quoi choisir en priorité dans le programme cadre. C'est vraiment les enseignants de l'équipe matière qui vont déterminer ce qu'on doit faire dans toutes les classes. Et l'idée, c'est que ça peut être très inégal d'un enseignant à l'autre, quelqu'un qui a de l'expérience ou non. Bien, cette personne-là qui a moins d'expérience va avoir l'avantage l'an prochain. On a commencé 7, 8, 9 cette année, 10, 11, 12 l'an prochain, avoir justement la programmation déjà faite pour pouvoir avoir un élément, un barème commun pour la collaboration. Donc, Monsieur Proulx, ce projet. Oui, pardon. Je veux juste faire remarquer l'heure. Ça allait jusqu'à 20. Je ne sais pas si vous voulez prendre quelques minutes juste pour terminer. Oui. Donc, je vais juste terminer. Donc, le continuum académique, très important, qui va nous permettre justement de pouvoir calibrer tout ce qu'on fait. L'exemple de tableau blanc, ça, c'est l'exemple, j'en parlerai pas très long, pas plus, là, mais ça, c'est les badges de mérite qu'on attribue aux élèves qui sont en lien avec les 3 niveaux, en lien avec ce que les élèves font. Et le dernier point, en fait, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on a aussi, on a investi beaucoup de temps dans la publication bimestrielle des grandes réalisations de nos élèves. Donc, quand même pas mal proche pour le temps. Puis là, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Donc là, je ne sais pas si dans le clavardage. Le clavardage, ça va avoir un petit pépin, là. Donc, M. Gauthier et Mme Jean, si vous aviez des questions, vous pouvez ouvrir. Oui, M. Gauthier, allez-y. Oui, premièrement, merci, M. Proulx, pour nous avoir partagé la vision de votre école et comment ça fonctionne. C'est vraiment c'est très intéressant. Moi, je commence une nouvelle école aux Aurores boréales, l'école des satellites. Donc, il y a des petites choses que je vois là-dedans là, que je pourrais vraiment l'épuiser. Ce qui m'intéresse, c'est dans les projets, dans l'intégration des matières, est-ce que c'est les enseignants qui choisissent combien de matières ils vont intégrer? Ou est-ce que ça prend un minimum de, disons, 3 matières ou est-ce qu'il y a des paramètres autour de ça? Oui, ben, d'abord, félicitations parce que c'est très excitant de fonder une nouvelle école. Donc là, votre question, moi, dans le fond, il y a 2 options. Est-ce que vous parlez plus de... Parce qu'en 7e et 8e année, c'est différent. Au secondaire, c'est différent. Plutôt au secondaire. OK, au secondaire. Donc, finalement, si on regarde l'itération qu'on a actuellement, c'est généré par l'horaire. Donc, c'est vraiment les élèves du bloc A. Donc, le coordonnateur STIAM du secondaire rencontre les 2 enseignants, puis c'est eux qui font le projet. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des élèves qui n'ont pas le 2e cours, mais on regarde quels sont les 2 cours, A et B, par exemple. Idéalement, on ferait A et B, ensuite A et C, dans la question d'un mois chacun. A et B, projet interdisciplinaire, A et C, et ensuite A et D dans l'horaire. Puis, on regarde donc combien d'élèves entre A et B se retrouvent en majorité ensemble, qui fait en sorte que le coordonnateur rencontre en CAP les 2 enseignants en question qui vont créer ce projet qui répond aux attentes des 2 cours. Donc, ça, c'est un peu la solution qu'on a trouvée pour que les élèves y trouvent leur compte. Donc, si je suis dans le cours A et je n'ai pas le même cours B, ce n'est pas grave, j'ai quand même ma tâche d'élève régulière. Mais si j'ai le bonheur d'avoir les 2 cours, mais je fais un seul projet
qui génère des preuves dans les deux cours. Et là, ça permet Puis là, maintenant, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'on n'arrivait pas souvent à aller jusqu'au bout du cycle de design. Puis là, ça nous a permis cette version-là que les élèves aient des succès à montrer, puis on arrive à la fin. Puis là, on est en train de se créer cette banque de projets qui sont avec des matières très spécifiques. Quand c'est sciences avec géographie, voici un exemple. Donc là, au fur et à mesure, donc l'an prochain, et là, on va dire, OK, on a la même configuration. Est-ce qu'on prend le même projet? Est-ce qu'on ajoute dessus? Est-ce qu'on en invente un? Puis là, avec le temps, on va avoir, les enseignants vont disposer donc des exemples de projets et aussi vont ils vont acquérir l'expérience aussi pour œuvrer dans un mode STIAM. On a la chance au conseil d'avoir un conseil pédagogique STIAM design, mais qui a en réalité un enseignant de français, donc de sciences sociales, puis il est capable d'amener ou d'accompagner le personnel des matières qui ne sont pas STIAM. Ça ressemble à quoi dans mon cours? Donc, c'était vraiment l'horaire qui détermine. Si je prends l'exemple du Collège Sainte-Anne, que j'ai visité à nouveau dernièrement, eux, c'est qu'ils sont, à cause que c'est annuel, ils arrivent à programmer vraiment les matières ensemble tout le temps. C'est pour ça que je disais en 7 et 8, là, on peut programmer l'apprentissage parce qu'il y a un moment très précis dans l'horaire qui ne change pas l'année durant. Mais au secondaire, c'est là le défi. Donc, malheureusement, il y a des élèves qui n'ont pas. Mais l'idée, c'est que s'ils n'ont pas fait le projet dans 2 cours le premier mois, A et B, il y a des chances qu'ils vont l'avoir A et C. Puis là, eux aussi apprennent à œuvrer dans un tel milieu. Ça vous aide dans. Oui, oui, c'est inspirant. Merci. Donc, merci, M. Proulx, pour la présentation très riche. Je vous partagerai le sondage par clavardage, même comme vous, je n'ai pas accès au clavardage présentement. Donc, vous allez certainement recevoir ou avoir déjà reçu le sondage de satisfaction dans d'autres ateliers. Donc, je vous inviterai à le remplir. Merci, M. Proulx, pour votre générosité de toute l'information que vous avez partagée. Puis, je souhaite à tout le monde un bon restant du colloque TAC. Bonne fin de journée. Oui, merci beaucoup. Bonne journée, merci. Monsieur Proulx, j'ai juste une question rapide. Est-ce qu'il y aurait moyen de communiquer avec vous pour discuter un peu plus longuement là-dessus, pour des idées ou… Moi, je suis bien à l'aise, oui. 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 Je commence, c'est ça, je suis au nord de l'Ontario, moi, dans une très petite école. C'était un secondaire, premièrement. Puis maintenant, ils ont ajouté une école primaire. Alors là, je suis rendue de maternelle à la 12e année. Puis moi, ça a été lancé comme une école STIAM. Mais j'aimerais avoir comme un fil conducteur entre la maths et la 12e année. Là. Alors, pensez-vous que c'est quelque chose de possible de mettre tout à fait. Okay. Puis là, il y avait Mme Ben Saïd qui a participé ou qui était aussi une des participantes de l'atelier tantôt, qui a quitté. Elle, c'est une collègue de mon conseil scolaire. C'est elle qui justement, ouvre elle aussi une nouvelle école élémentaire qui s'adonne à être une école nourricière de Pierre de Blois. Puis, c'est suite à nos conversations qu'elle avait proposé que je fasse cet atelier-là ici aujourd'hui. Donc, dans son cas, sa réflexion l'a mené à… donc, elle aussi, ça va être une école IB, mais elle a choisi comme vocation l'intelligence artificielle. Non pas pour… c'est-à-dire de devenir… non pas juste se servir de l'intelligence artificielle, mais c'est pour devenir compétent à s'en servir à bon escient. Puis, là, le travail qu'on va faire ensemble, c'est que, évidemment, ces élèves-là qui vont nous arriver, on va travailler dans la continuité. Donc, le STIAM, c'est aussi une autre école nourricière qui a ça comme… Mais ça prend un peu plus de temps à développer. C'est pour ça que, je pense, à rebours, si vous imaginez à quoi ressemblera l'élève qui va obtenir son diplôme, vous allez pouvoir aller donc, dans les premiers moments, donc dès la première année, mais c'est quoi les blocs qu'on place pour mener jusqu'à ce qui permettent le chemin, que les marches soient en succession, mais qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin de travailler. Puis si vous êtes une petite école, vous allez avoir l'avantage d'avoir plus de flexibilité aussi. C'est ça que j'ai pensé, là. Ouais.
Ouais. Donc, plus on grandit à Pierre de Blois, plus il y a des contraintes, mais je suis content de voir qu'on y arrive encore. OK. C'est très inspirant. C'est une idée que j'ai depuis des années là, que je veux faire. C'est ma première année en direction. Là, alors, non, ça m'intéresse beaucoup. Puis, moi, ça me ferait plaisir de discuter avec vous si vous voulez, Oui, si vous pouvez me partager votre courriel. Oui, donc c'est Ghislain.Proulx. Je ne sais pas si vous avez vous avez mon nom quelque part ou dans le. Oui, c'est écrit en dessous de toi. Oui, donc @CEPEO. C-E? Oui, CPO, donc CEPEO. P-E-O, OK. .on.ca. OK. Parfait. Je t'envoie un courriel. Comme ça, on pourra. C'est ça. Moi, je pense que vous avez vu que la pédagogie, ça me passionne. Être directeur d'école, c'est bien plus que d'être administrateur, même si c'est très important. Donc, je vous remercie de votre intérêt aussi, d'avoir été là aujourd'hui. Puis, il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire avec les élèves quand on leur en donne l'occasion. Ça m'excite beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai bon succès dans vos projets. OK, merci. Monsieur Proulx, j'ai pris vos coordonnées, moi aussi, juste en cas. Oui, avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup. Parfait, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.